Les médecins ont appelé mes parents, mais seule ma sœur est venue. Je me souviens du bruit avant même du visage, le beeper monotone de la machine, un son qui ne promet rien de joli, et puis les lumières blanches qui semblaient plus dures que d'habitude. J'avais l'impression d'être hors du monde, comme si je regardais tout à travers une vitre sale. Mon téléphone vibrait sur la table de chevet, encore et encore. Quand j'ai réussi à ouvrir les yeux, la pièce sentait l'antiseptique et la peur professionnelle. Voix feutrée, pas pressée mais précis, comme on parle à quelqu'un qui compte sur eux pour rester debout. On m'a dit des choses qui m'ont fait dériver. Surmenage, tachycardie, repos strict. Puis, nous avons appelé vos parents. C'était la phrase qu'on m'a répétée. Et puis, soi-disant, ils étaient en route. Mais quand la porte s'est ouverte, il n'y avait qu'une silhouette que je connaissais bien. Marissa, ma sœur qui s'était annoncée comme la seule à venir. Restez jusqu'à la fin, j'ai quelque chose d'important à partager. Elle est entrée avec sa lampe frontale d'influenceuse, pas de façon méprisante, c'est exactement comme ça que je l'ai vue, la lumière dirigée vers elle, comme pour préparer une story. Sa bouche formait déjà le geste d'une prise de parole. Son visage était maquillé, impeccable, même si j'avais l'air et la sensation d'être à moitié effondrée. Elle a pris des photos, elle a chuchoté pour le caméra. On va faire une petite vidéo pour expliquer tout ça. Vous allez voir, on a tellement à dire. Puis elle a posé son téléphone sur le rebord du lit, la caméra pointée vers nous, et a commencé à parler avec cette voix posée et dramatique à la fois, celle qui fonctionne si bien pour ses abonnés. Elle a dit des choses sur le soutien familial, sur la journée en famille, sur la solidarité. Elle a parlé au public invisible plus qu'à moi. Je n'essaye pas ici de dépeindre ma sœur comme une méchante de film, c'est ma famille. Mais il y a une ligne entre venir et être présent. Ce jour-là, Marissa était venue et elle avait choisi le projecteur. Avant l'effondrement. Avant l'hôpital, ma vie était tendue comme une corde de violon. Je travaillais des heures interminables chez Green Cake, je répondais à des emails à minuit et je prenais des décisions qui semblaient importantes à l'instant où je les prenais. J'aimais mon travail, mais j'avais appris à faire de la tension ma norme. Pendant des années, j'ai été la personne qui assurait. On me voyait comme le refuge financier, la personne qui stabilisait les comptes quand quelque chose partait en vrille. À la maison, les rôles étaient clairs, pour tout le monde sauf pour moi. Mon père, Robert, était le rêveur à retardement. Ma mère, Elena, avait appris à ne pas trancher. Marissa, l'aînée, était l'artiste de l'image, douée pour transformer un raté en belle histoire. Et Peyton, la petite, essayait souvent de calmer les ondulations entre nous. Moi, j'avais fini par tenir le barrage. Je payais des factures qui n'étaient pas les miennes, j'envoyais des virements mensuels pour aider, j'épongeais des dettes de dernière minute. C'était présenté comme de l'amour. On me disait que je faisais partie de la famille, que je devais aider. La pression s'est accumulée lentement, presque imperceptiblement. D'abord, c'était quelques virements pour un dépannage, puis des mensualités qui devenaient automatiques. Mes économies ont commencé à fondre sans même que je m'en aperçoive vraiment. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Je croyais que donner était aimer, jusqu'à ce que mon corps décide qu'il n'en pouvait plus. Voilà comment j'en suis arrivée là. Le moment pivot, hospitalisation et découverte. Je me revois encore, allongée sous la lumière crue, les doigts engourdis, essayant d'attraper mon téléphone qui ne cessait de sonner. Je pensais que mes parents viendraient, ils m'avaient toujours rassurée, même de loin. Les médecins les avaient appelés. Les messages s'entassaient, « Appelle-nous dès que tu peux, on arrive ». Mais les heures passaient. Et puis, la silhouette de Marissa, comme si elle avait traversé un tapis rouge jusqu'à mon lit. Ce qui m'a vraiment troublée n'était pas seulement qu'elle ait pris des photos, c'était la synchronisation. Alors que le moniteur faisait tic-tac, son téléphone s'est mis à envoyer des notifications, à faire ce son qui, pour elle, signifie engagement, réaction, commentaire, partage. Elle a lu des messages à haute voix. « Pensez avec vous, prends soin de toi », tout en ajustant le cadre et en me faisant sourire comme si l'objectif pouvait remplacer la tendresse. À un moment, il y a eu la photo. Marissa postait une image sur son compte, une photo soigneusement cadrée où l'on nous voyait tous, ou du moins la version que je connaissais d'eux. La légende parlait de Family Day, de gratitude, de dramatisation bien dosée. C'était la même famille brillante et souriante qu'on avait l'habitude de voir dans ses contenus.
Derrière, on voyait un cliché d'un déjeuner en terrasse, la vaisselle décorative, les filtres qui effacent les rides et les conversations difficiles. Je n'étais même pas sûre de ce qui me blessait le plus, qu'il fasse une journée en famille pendant que j'étais à l'hôpital ou que cette journée serve de décor pour une photo où j'étais réduite à un élément narratif. Les médecins avaient appelé mes parents, ils avaient été notifiés. Pourtant, quand les minutes s'étiraient, seule une personne avait réellement franchi cette porte. Après qu'elle soit partie, ou plutôt après qu'elle se soit installée en scène, j'ai eu le temps, entre 2 examens, d'observer mon téléphone. Il y avait des dizaines d'appels manqués, de numéros familiers, des messages suppliants « On a besoin de toi, ne nous laisse pas tomber ». Le contraste était cruel. Sur Instagram, une légende, en privé, des appels. Ce n'était pas une tromperie monumentale unique, c'était une pratique étalée sur des années, recyclée comme « difficulté temporaire » ou « on te remboursera ». Et même quand on ne remboursait pas, quand je posais la question, on me disait que c'était familial, presque sacré. J'avais donné sans demander. J'avais été piégée dans une économie affective qui se nourrissait de culpabilité. Couper les paiements automatiques, acte de liberté. Je veux être claire, je ne raconterai pas ici un manuel bancaire. Je ne vais pas décrire pas à pas comment faire des démarches. Ce que je peux dire, c'est le sentiment qui m'a traversée au moment où j'ai choisi d'arrêter. Ce n'était pas une décision impulsive, c'était la fin d'une accumulation. Après avoir imprimé les preuves et compilé les flux, Grandpa Joe a regardé mes yeux et a dit « Si tu veux rester saine, il faut que cet argent cesse de partir automatiquement. » Sa voix n'était pas accusatrice, elle était mécanique, comme un chirurgien qui nomme un organe malade. J'ai senti que, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose m'appartenait vraiment. Nous avons pris des mesures, pas des mesures légales en détail ici, je vous épargne la procédure, mais des décisions claires et sobres, stopper les automatismes qui s'alimentaient d'un consentement plus implicite que réel, rassembler les preuves, envoyer des communications factuelles pour mettre fin à certaines pratiques. Nous avons consulté rapidement un avocat, juste pour être protégés contre d'éventuelles réclamations erronées. Monsieur Klein, qui connaissait déjà la famille, a aidé à rédiger des lettres formelles et des mises en garde. Tout cela s'est fait avec beaucoup de calme froid. Des documents, des dates, des montants, des captures d'écran. Pas de cris, pas de mise en scène. Je veux que le spectateur comprenne la posture. Ce n'était pas une vendetta, c'était une correction. C'était faire coïncider mes ressources avec mes besoins et arrêter d'être la variable d'ajustement d'un système relationnel toxique. Mini Gancho, c'est à ce moment précis que j'ai décidé de dire non. La contre-attaque publique. Si vous pensez que couper des transferts est un geste discret, vous n'avez jamais vu l'économie de l'image à l'œuvre. Dès que les paiements ont cessé, quelque chose d'autre a commencé à se propager. Des posts, des vidéos, des petits montages émotionnels. C'était comme si on avait allumé un projecteur sur ma décision. Marissa, la seule qui était venue le jour de l'hôpital, a lancé une série de contenus parfaitement calibrés. Elle a tenu des lives où, entre 2 usages de l'expression « ma petite famille », elle a laissé entendre que j'étais devenue froide, ingrate, coupée de nos racines. Elle a posté des extraits vidéo où ma fatigue à l'hôpital était présentée comme de l'indifférence envers la famille. On m'accusait de lâcheté, d'égoïsme, de chercher à détruire la structure familiale. Les commentaires affluaient, polarisés. Il y avait des gens que je ne connaissais pas qui me traitaient de monstre, des abonnés loyaux qui prenaient pour argent comptant la version scénarisée de ma sœur. Les vidéos, très produites, alternaient des plans de table familiales heureux, des voix off sur l'entraide et des gros plans sur des larmes bien placées. On m'a tourné en personnage antagoniste d'une histoire qui, dans la vraie vie, était plus nuancée et plus douloureuse. Mon téléphone, qui jusque-là m'avait servi de pont vers la réalité, est devenu un tribunal. Les gens m'envoyaient des captures, des messages, des insultes déguisées en conseils. Au même moment, des membres de ma famille rapprochaient les rangs. Des courriers menaçants ont atterri sur la table. Des insinuations autour de l'héritage, des menaces voilées sur des décisions futures, des tentatives, que je ne détaillerai pas, d'encadrer mes capacités décisionnelles. On parlait de mesures de contrôle. Des mots lourds comme « conservatorship » ont été prononcés en dehors de tout contexte juridique expliqué.
C'était une tentative de rameuter l'opinion et de disqualifier ma parole. Mais ce qui m'a vraiment heurté, c'est l'effort de rendre mon acte, qui était une tentative de survie, en spectacle. Il convertissait mes limites en trahison. La tenue des preuves. Je veux que le public entende ceci. Face à l'attaque, nous avons choisi de rester méthodiques. Il ne s'agissait pas de riposter avec la même agressivité que celle qui nous était faite. Il s'agissait d'aligner les faits. Grandpa Joe et moi avons rassemblé chaque capture, chaque email, chaque notification de virement. Nous avons fait des petits dossiers chronologiques. Janvier 2018, prêt à Marissa pour un projet. Mars 2019, remboursement partiel. Avril 2019, prélèvement automatique instauré. Et ainsi de suite. À chaque ligne correspondait une preuve, courriel, copie de déclaration, extrait bancaire. Nous avons imprimé des pages web où des promesses de remboursement étaient affichées et jamais tenues. J'ai appris à ne pas dire « je crois », mais « voici la date et voici le montant ». Il y a une force étrange à pouvoir poser ces papiers devant vous. Les chiffres, mis bout à bout, racontent une histoire plus tranchante que n'importe quel commentaire émotionnel. Et lorsque l'on a décidé de les partager avec des instances compétentes, ce n'était pas par vengeance, c'était pour dire « voici la vérité objective, regarde si tu veux me croire ». La décision de renoncer, acte final et libérateur. Le dernier coup a été symbolique, mais il était nécessaire. Je ne voulais pas laisser le pouvoir des menaces d'héritage m'enfermer dans un schéma où ma liberté dépendrait d'une promesse future. Renoncer officiellement à l'héritage a été une décision consciente. Ce n'est pas quelque chose que je dis à la légère. C'était la fermeture d'une porte à une manipulation à venir. Signer ce papier m'a permis de me retirer d'un contrat implicite qui faisait de ma disponibilité, de mon capital et de ma loyauté des biens échangeables. Signer la renonciation a eu un effet cathartique, c'était dire « vous ne pouvez plus me tenir pour rançon ». Ce geste n'a pas annulé les blessures, mais il a mis une clôture. Beaucoup ont interprété cela comme un affront, d'autres comme une libération. Pour moi, c'était la mesure la plus saine pour ma survie psychologique. La rupture et le no-contact. Après la renonciation et après la compilation des preuves, la suite était attendue. Distance, silence, réaction émotionnelle. J'ai choisi le no-contact. Ce mot, même prononcé, semble rude. Il l'est. Mais parfois, la protection commence par le silence. J'ai envoyé une lettre formelle pour demander qu'on cesse de me contacter. La lettre disait, simplement et sans fanfaronnade, que je mettais fin à toute relation utile à ma santé mentale et à ma sécurité. Pas une rupture théâtrale, une mesure de préservation. Les réactions ont été nombreuses, mais elles n'ont plus eu d'impact direct. Les lives de Marissa ont été remplacés par des posts dramatiques. Les appels de certains ont continué, les messages ont parfois débordé de chantage émotionnel. Mais je n'ai pas répondu. J'avais appris une chose essentielle. Le silence peut être soin. Ne pas réagir à la provocation n'était pas une faiblesse, c'était une décision de ne pas alimenter un système qui avait, pendant des années, soif de ma disponibilité. Le départ, la montagne et la reconstruction. Après avoir signé les derniers papiers et fermé la chambre d'hôpital qui m'avait abrité, grand-père Joe m'a proposé de partir avec lui. « Tu viens à la montagne », m'a-t-il dit, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. La montagne n'était pas une métaphore, c'était une cabane simple, un endroit où le vent a la langue courte et où les appareils électroniques prennent un peu moins de place. Nous avons empaqueté quelques affaires, des dossiers, et nous sommes partis. La vie en altitude était plus lente. Les jours avaient une autre couleur, du ciel plus vaste, des silences qui ne cherchaient pas à être comblés par du bruit. Mon corps, enfin, a trouvé un rythme qui n'était pas celui d'un emploi du temps qui me dévorait. J'ai commencé à réparer des choses qui n'étaient pas matérielles. Ma respiration, mes limites, mes priorités. Grand-père Joe et moi faisions des promenades qui étaient autant de silences partagés que de conversations. Il avait la patience d'un vieil homme qui a vu la vie se compliquer et simplifier en alternance. C'était aussi un lieu pour remettre en ordre les papiers et laisser le temps faire son travail. Le tumulte médiatique s'est estompé. Pas complètement, mais il a perdu de sa vivacité car la vérité avait été déposée quelque part où elle pouvait être vérifiée. Et surtout, j'ai recommencé à me construire autour de ce que je choisis plutôt que de ce qu'on m'impose. Le poids de la performativité. Ce récit n'est pas une diatribe contre la famille, ni une condamnation totale de Marissa.
C'est plutôt une tentative d'expliquer comment, dans une maison où l'image a parfois plus de valeur que la présence, l'amour peut se transformer en économie. Les réseaux sociaux ont leur loi. Ils récompensent l'histoire qui maintient l'attention. Mais quand l'attention devient un moyen d'extraction, quand la compassion affichée remplace le soin réel, il faut savoir distinguer le fait d'être vu et le fait d'être soutenu. Voir Marissa venir au chevet et calibrer l'instant pour ses abonnés fut douloureux précisément parce que cela montrait à quel point la façade pouvait occulter la réalité. Je pouvais apparaître sur un écran, mais dans la réalité, je me vidais. La performativité n'est pas seulement une question de vanité, c'est une manière d'instrumentaliser les relations. Et parfois, les gens que tu aimes le plus peuvent te blesser sans intention malveillante, simplement parce qu'ils ne voient pas ou refusent de voir ce qui se passe derrière l'image. Ce que j'ai appris. Si vous m'aviez demandé avant tout ça ce que j'aurais pensé être la meilleure preuve d'amour, j'aurais parlé de sacrifice, de disponibilité. Maintenant, je parle autrement. J'ai appris que l'amour qui te consume n'est pas amour, c'est une attente mal placée. J'ai appris à reconnaître le don qui est conditionnel et l'aide qui devient dette. J'ai appris que dire non ne fait pas de moi une mauvaise personne, cela fait de moi quelqu'un qui sait protéger sa vie. J'ai aussi appris l'importance des alliés concrets. Grandpa Joe est la preuve qu'il y a des personnes prêtes à regarder les chiffres, à tenir des mains, à classer des documents. Sa patience m'a permis non seulement de voir la vérité, mais d'agir selon elle. Et l'action, quand elle est posée et documentée, rétablit la dignité. L'action ne remplace pas la guérison, mais elle la protège. Climax émotionnel, confrontation et choix. Le moment où tout s'est cristallisé fut la veille du départ. Il y a eu un dernier live de la famille, montage rapide, image d'un brunch, rire préenregistré, gros plan sur les mains qui se tiennent. Les commentaires en dessous étaient unanimes. J'étais la cause de tout le mal. J'ai regardé cette vidéo une fois et j'ai fermé mon ordinateur. J'aurais pu répondre, j'aurais pu descendre dans l'arène, mais j'ai choisi le contraire. J'ai imprimé la lettre de renonciation, j'ai pris mes clés, j'ai pris la main de mon grand-père. On est parti. Le choix n'était pas d'abandonner, mais de survivre. J'ai préféré la paix au besoin d'être reconnu par ceux qui avaient usé de ma bonté. J'ai préféré le silence au feu d'artifice de la justification. Ce n'est pas lâcher prise sans combattre, c'est choisir la bataille qui vaut la peine d'être menée. Fin ouverte, paix retrouvée. Je ne prétends pas que tout est parfait. Les cicatrices restent, les ambivalences persistent. Parfois, je me surprends encore à regarder une notification et à me demander si je devrais intervenir. Mais la plupart du temps, il y a un espace entre l'ancienne moi et la nouvelle, une distance qui me permet de respirer. Ma vie en montagne est remplie de choses simples. Du pain fait maison, la radio qui grésille le matin, des visites régulières de Grandpa Joe. Nous regardons parfois les relevés ensemble pour vérifier que tout est en ordre, mais surtout, nous buvons du thé et parlons de tout sauf de compte bancaire. Je veux terminer en disant ceci. Choisir la paix n'est pas trahison. Cesser de répondre à des demandes toxiques n'est pas ingratitude. C'est une stratégie de vie. Et parfois, la seule manière de se sauver est de décrocher. Si vous avez déjà dû vous protéger d'une famille toxique, partagez votre histoire en commentaire. Vos mots peuvent aider quelqu'un d'autre à savoir qu'il n'est pas seul. Merci d'avoir écouté.